Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des deux principales déflagrations économiques et financières qui risquent de se produire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et qui auront bien sûr des conséquences pour tout le monde, pour les marchés boursiers, mais également pour l'ensemble des économies, pour notre quotidien aussi. Alors évidemment, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques semaines, on a un petit rebond des marchés boursiers, une sorte d'euphorie qui revient. On se dit, vous voyez, tout va bien dans le meilleur des mondes. Finalement, c'est pas si grave que ça. La récession, ça va. Les taux d'intérêt vont arrêter d'augmenter. Donc finalement, on s'en sort bien et de nouveau, évidemment, la bulle s'est réactivée. Alors pourtant, il y a des dangers énormes au-delà de la récession des taux d'intérêt ou de l'inflation et notamment ce qu'on va voir aujourd'hui, ces deux principaux risques assez incroyables qui sont d'abord les faillites bancaires qui continuent. C'est vrai qu'on n'en parle plus trop, mais elles sont toujours là. Il vient même d'en avoir une nouvelle dernièrement et ça va bien sûr continuer avec des risques de contagion aux États-Unis, puis également en Europe, puis pour l'ensemble de l'économie. Puis deuxième danger, c'est ce qu'on appelle le défaut de l'économie américaine. C'est vrai que ça paraît fou, on en parlait il y a quelques jours ici même sur le fameux triple A de l'oncle Sam, qui évidemment est un petit peu galvaudé, un petit peu excessif, vu l'ampleur de la dette publique américaine. Et justement, c'est ça le risque de défaut, c'est qu'aux États-Unis, vous avez un plafond de la dette qu'on ne peut pas dépasser. Pour pouvoir le dépasser, il faut que le Congrès vote ce nouveau plafond. Or, le plafond actuellement était de 31 000 milliards de dollars de dette publique américaine, un chiffre complètement fou, sauf qu'on on est à 31 600 milliards de dollars de dette publique, et à partir de là, si on veut continuer, il va falloir augmenter ce plafond et le voter. Or, comme vous le savez, on a un président donc démocrate, en l'occurrence Joe Biden, et puis le Congrès, devant la Chambre des représentants, qui est républicaine aujourd'hui, et donc ce qui fait que là aussi, on a un risque, bien entendu, de ne pas pouvoir voter ce nouveau plafond, et si tel est le cas, alors là, ce qu'on appelle le shutdown, ça veut dire l'économie américaine s'arrête. Donc, du moins, l'État américain s'arrête, ne paye plus les fonctionnaires, ne paye pas les intérêts de la dette. Et donc là, c'est ce qu'on appelle un défaut. C'est-à-dire que l'État américain ne peut pas rembourser ses créanciers. Vous imaginez les conséquences pour l'ensemble, d'abord de l'économie américaine, mais surtout pour l'ensemble du monde, et notamment les détenteurs de dette publique américaine, avec une forte hausse des taux d'intérêt pour tout le monde, parce qu'il y aura évidemment un effet contagion. Donc, vous voyez que ces risques sont là, mais on n'en parle pas. Alors bien sûr, on peut les éviter, on l'espère tous, mais néanmoins, ils sont là, et pourtant, on les met sous le tapis, sauf que le tapis commence à gonfler, et donc à partir de là, il faut regarder la réalité en face. Ce qu'on va faire, bien sûr, tout de suite ensemble, avec donc ces deux principaux risques, les faillites bancaires et le défaut américain, on va commencer tout de suite, parce que c'est vrai que ces faillites bancaires, mine de rien, en 2 mois, on a eu 5 faillites bancaires au niveau mondial, du moins dans le monde occidental, va-t-on dire, parce qu'ailleurs, peut-être il y en a eu d'autres, mais on ne les connaît pas. Donc ces faillites, on les connaît, on les a déjà évoquées ici, du moins une partie d'entre elles. D'abord, Silvergate Bank, donc ça a commencé le 9 mars dernier, donc on se dit, bon, c'est une banque spécialisée dans les crypto-monnaies, donc ça passe encore, mais après est arrivé Silicon Valley Bank, vous savez, la banque qui était spécialisée dans la high-tech, c'est-à-dire beaucoup de grands patrons des fameuses licornes qui avaient gagné beaucoup d'argent, qui avaient tout déposé dans cette banque, qui se sont dit, on va retirer notre argent. Non, on ne pouvait plus, la banque était en train de faire faillite, c'est quand même la 16e banque donc de dépôt américaine, et parallèlement, on a eu ensuite la Signature Bank, donc spécialisée aussi dans les crypto-monnaies, qui a déposé le bilan, qui a fait faillite, et puis bien sûr, on arrive ensuite en Europe avec Crédit Suisse, donc l'ex-2e banque suisse qui a fait faillite. Elle a été rachetée bien sûr par UBS, et c'est ce qui évidemment s'est traduit le 19 mars par ce rachat, mais finalement, on est toujours là aussi avec des risques qui sont là, qui sont assez énormes, et quelles seront ensuite les conséquences. Et donc ça vient de se produire, on a donc la First Republic Bank, la 15e banque donc de dépôt aux États-Unis qui vient de faire faillite, c'est tout frais, le 1er mai, on l'avait évoqué ici même, on avait dit attention, cette banque risque de refaire faillite, mais le gouvernement américain a dit non, on va tout faire pour la sauver, même les plus grandes banques américaines qui ont mis 30 milliards de dollars de dépôt dans cette banque, et ça n'a pas suffi. On a bien eu effectivement cette faillite bancaire qui s'est produite. Alors on va la voir graphiquement, toutes ces faillites, c'est vrai que c'est assez incroyable, même si on n'en parle plus, c'est une réalité. Donc là on va commencer par Signature Bank, 22 milliards de dollars de valeur boursière envolés en fumée en quelques mois finalement. Donc on se souvient des épisodes douloureux, on les avait évoqués, et puis au total, regardez bien, donc on a eu un effondrement du cours de 99,9% de Signature Bank, c'est assez incroyable, malgré le rachat par Flagstar Bank. Donc vous voyez le cours de l'action qui était monté à 350 $ au plus haut. Aujourd'hui, regardez bien combien ça vaut, 0,09 $ l'action. Donc ça vaut évidemment rien, et la valeur boursière est passée donc de 22,8 milliards à 5,6 millions de dollars.
Donc vous pouvez imaginer effectivement la catastrophe qui est là, qui s'est installée. Donc ça c'est pour Signature Bank. Signature Bank. Deuxième banque, on a parlé la fameuse Silicon Valley Bank, la banque des startups. Là aussi, effondrement. Il y avait quand même des dépôts de 173 milliards de dollars, ce n'est pas rien. Les actifs estimés à 209 milliards de dollars, ce qui fait donc de cette faillite la deuxième plus grosse faillite de l'histoire américaine, derrière Washington Mutual Bank en 2008. Alors à l'époque c'était la deuxième, parce qu'entre-temps il y a eu First Republic Bank, on va en parler tout de suite, mais tout de même là aussi, graphiquement, regardez bien ce qui s'est passé. C'est vrai que ça fait froid dans le dos, l'effondrement de la valeur boursière. Là aussi, vous voyez, on a perdu au total 99,6% de la valeur lors du rachat donc, par First Citizen, donc qui a racheté là aussi cette banque Silicon Valley Bank. Donc c'est vrai que ça a eu un rachat. Regardez le cours de l'action, il ne bouge pas, hein, il n'a pas remonté. Donc ce qui veut dire que la valeur boursière est passée, regardez bien, de 44,7 milliards de dollars à 27 millions de dollars. Imaginez les actionnaires, parce que là, il y a eu de la destruction de richesse, évidemment. Ils avaient des actions, ils pensaient que ça valait quelque chose. Ben non, ça valait rien. Et donc, malgré le rachat, il y a eu cet effondrement. Et donc, la toute dernière faillite qui vient de se produire, c'est donc la First Republic Bank. Là aussi, le gouvernement américain a dit non, vous inquiétez pas, on va la sauver. Eh bien non, ce n'était pas possible, on ne peut pas éviter l'inévitable. C'était donc la 15e banque des États-Unis, avec un total des actifs de 229 milliards de dollars donc au 13 avril. Donc finalement, c'est maintenant elle qui est devenue la deuxième plus grosse faillite, derrière donc la Washington Mutual Bank. Et ensuite, donc juste devant la Silicon Valley Bank. Bien sûr, on ne parle pas de Lehman Brothers, où là c'était une banque d'affaires, donc il y avait 600 milliards d'actifs à l'époque, donc c'est quand même un petit peu différent. Et alors graphiquement, là aussi, c'est assez incroyable. Regardez bien cet effondrement du cours boursier. Donc on revient sur First Republic Bank. Ça, on vous l'avait montré, hein, rappelez-vous, dès le début, en disant attention, c'est en train de s'effondrer. Puis on lui dit non, ne vous inquiétez pas, hein, on va la sauver, tout va bien se passer, etc. Moins 99,8%, malgré donc le rachat donc, par JP Morgan Chase, qui a fait des affaires finalement. Regardez, l'entreprise ne vaut plus qu'aujourd'hui 64,3 millions de dollars, alors qu'elle valait, vous voyez, jusqu'à 70 milliards de dollars. Donc 70 milliards de dollars de destruction. Si on fait la somme de toute cette destruction de richesse, bien voilà, 22 milliards pour Signature Bank, 44,5 milliards pour Silicon Valley Bank et 70 milliards pour First Republic Bank, ce qui fait un total de 136,5 milliards de dollars de destruction de valeur boursière simplement pour ces trois banques. Donc on se rend compte que c'est quand même assez dramatique. Je ne parle pas de Crédit Suisse, où là aussi on a des difficultés. Alors on est en train de tout reprendre en main, entre guillemets, mais il y a quand même là aussi certainement des risques d'avoir des cadavres dans les placards. Et encore une fois, le problème c'est que certains se frottent les mains. À qui profite le crime? Je vous ai rappelé les principales faillites aux États-Unis. Donc Berkshire d'abord, évidemment, c'était en 2008, racheté par JP Morgan Chase. Lehman Brothers, bon là c'était une vengeance de Goldman Sachs, on l'avait déjà évoqué, parce que l'ancien directeur du Trésor, le ministre de l'économie de l'époque, donc en 2008 c'était Henry Paulson, l'ancien patron de Goldman Sachs. Donc on a voulu se venger et laisser faire faillite Lehman Brothers de façon dramatique, sans préparation, et ensuite évidemment on a vu les conséquences. Washington Mutual Funds, donc racheté également par JP Morgan Chase, vous voyez qu'ils font des bonnes affaires, JP Morgan Chase. Fortis racheté par BNP Paribas, Crédit Suisse donc par UBS, donc là on vient de le voir, Silicon Valley Bank par donc First Citizen, Signature Bank par donc Flagstar Bank, et donc First Republic Bank par JP Morgan Chase, qui décidément fait des bonnes affaires dans ses faillites. Le problème, c'est de savoir, est-ce que ça va s'arrêter là? Parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois, rappelez-vous, quand on avait fait une chronique sur ce thème, on nous avait dit non, c'est bon, le risque de domino, le risque de ce qu'on appelle systémique est évité, on va s'arrêter là, il n'y en aura plus d'autres. Et voilà, on a eu First Republic Bank, et on sait bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont mal. On est en quasi-récession dans beaucoup de pays dans le monde. Dans tout ce qui est high-tech, on a également une situation économique qui est extrêmement difficile. Beaucoup d'entreprises high-tech vont encore faire faillite, donc avec là aussi des difficultés assez graves. Les taux d'intérêt qui ont certes arrêté d'augmenter, mais qui sont quand même toujours très élevés, et donc qui font peser un risque sur l'ensemble des banques aux États-Unis et dans le monde également. Et puis parallèlement, quand on vous dit oui, l'État américain va garantir les dépôts, et donc il n'y aura pas de problème, attention, il ne pourra pas garantir tous les dépôts de toutes les banques. Alors au début, comme on vient de le voir, il va essayer de faire racheter certaines banques par d'autres, oui, mais à la fin, est-ce que tous les dépôts vont être garantis? Ça paraît extrêmement compliqué. Et donc justement, vous voyez, une nouvelle banque est en train, peut-être pas de faire faillite, mais en tout cas d'avoir des difficultés, c'est la PacWest, donc, qui est la 53e banque américaine. Là, c'est pas une aussi grande banque que celle qu'on vient de voir, mais tout de même, et on vient voir l'effondrement boursier qui est là. On a perdu au total 88,7% de la valeur boursière. Alors c'est vrai que là, ça remonte depuis 2 jours. Alors,
comme on est tombé extrêmement bas, vous voyez qu'on était sur des niveaux de 50 $ le titre, là on est tombé à 3 et quelques, là on remonte à plus de 5, 6, bon, c'est vrai que ça remonte, donc ça fait, là il y a des affaires à faire, entre guillemets, pour ceux qui aiment la spéculation, mais ça reste quand même extrêmement bas, et ça montre bien que malheureusement, cette crise bancaire est en train de continuer. Alors sur ce, évidemment, crise bancaire qui continue, avec des risques bien sûr chez nous aussi en Europe, où globalement l'augmentation des taux d'intérêt fait peser des risques, avec un risque de récession également qui va augmenter le coût du risque pour les banques, avec peut-être des difficultés. Donc là aussi, il ne faut pas encore une fois laisser imaginer que tout va bien et qu'il n'y aura pas de nouvelles difficultés pour les banques, peut-être pas des faillites bancaires, notamment en France, où les banques sont assez protégées, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir des difficultés qui se produiraient demain. Mais en plus de cela, il y a donc ce risque de shutdown, c'est-à-dire le risque de défaut de l'économie américaine. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des ratios financiers dramatiques, complètement dramatiques. Donc là, déficit public depuis 2009, c'est 1360 milliards de dollars chaque année, 7,4% du PIB chaque année, 7,4%, c'est pas rien. Vous voyez, nous, on n'est presque des petits joueurs, nous les Français, par rapport à cela. Dette publique, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, 31 600 milliards de dollars, on est à 122% du PIB, et ça ne cesse d'augmenter. Vous pouvez aller, d'ailleurs, il y a un site aux États-Unis, donc on voit seconde après seconde l'augmentation de la dette publique américaine, ça n'arrête pas, on va bientôt dépasser les 32 000 milliards, bien entendu, et la dette totale, public pour privé, plus privé, 400% du PIB, et en plus de ça, il y a des déficits de la balance courante, donc 1000 milliards de dollars sur 12 mois, et à peu près 4% de leur PIB. Le dernier excédent remonte, vous voyez, à 1991, depuis 1991, que des déficits courants. Sur les déficits budgétaires, c'est vrai que c'est pas comme nous en France, le dernier excédent remonte à 1974. Là, c'est vrai que lors de la nouvelle économie, donc de 98 à 2000, on avait une croissance très forte, et là, les Américains avaient réussi à faire des excédents publics. Mais depuis, vous voyez que des déficits. Alors bien sûr le coronavirus, mais même là aujourd'hui, on reste sur des déficits extrêmement élevés. C'est les bâtonnets bleus. Donc une dette publique qui était montée à quasiment 135% du PIB pendant le corona, ça a baissé un peu, mais on est encore aujourd'hui à 122, 123%. Donc ça commence à être douloureux, évidemment, ça commence à être élevé. Donc ce qui veut dire que l'économie américaine aujourd'hui, elle est en danger, bien entendu. Et si jamais le plafond de la dette n'est pas rehaussé, n'est pas voté par le Congrès, notamment la Chambre des représentants, alors là, il risque d'avoir ce fameux shutdown. Donc si on fait un rapide historique, donc finalement, ce plafond de la dette, imaginez, a été rehaussé 78 fois depuis les années 60. Donc vous voyez que bon, c'est bien, moi ça peut limiter, mais finalement ça ne limite pas tellement que ça la dette, puisque 78 fois on a dû voter cette loi donc, pour augmenter ce plafond de la dette. Il y a eu quand même entre 1976 et 2021, 21 shutdowns. Ça veut dire 21 périodes où pendant quelques jours, quelques semaines, on n'a pas payé les fonctionnaires américains et certains intérêts de la dette, mais on n'a pas été jusque-là, on n'a pas été jusqu'au défaut, on a toujours à chaque fois évité. Les deux derniers ont été très retentissants, évidemment, parce que là il y a une dette de plus en plus forte. On a eu d'abord sous Obama du 1er au 16 octobre 2013, où à l'époque, donc là c'était un président qui était démocrate, les républicains évidemment qui avaient la Chambre des représentants étaient contre, mais finalement ils ont réussi à trouver des accords, une sortie du shutdown. Le dernier, c'était le plus long finalement, c'était du 22 décembre 2018 au 25 janvier 2019, là c'était l'inverse, c'était avec Donald Trump président, donc républicain, et on avait justement une Chambre des représentants à majorité donc démocrate, et c'est ça qui évidemment a bloqué. Donc là, aujourd'hui, Biden, démocrate, on a la Chambre des représentants à légère majorité républicaine. Pour l'instant, il n'y a aucune garantie qu'on va réussir à voter ce nouveau plafond, et si tel n'est pas le cas, le 1er juin, vous voyez, donc là c'est dans quelques semaines, dans quelques jours, et bien là on arrête, et donc l'économie américaine peut tomber en défaut. Espérons qu'on aura un accord pour eux, mais vous voyez que cette date est très importante, parce que 1er juin, donc on a ce risque aux États-Unis, et je pense qu'il va se produire, il y aura de la négociation, ça va peut-être durer une semaine ou deux, donc ça va quand même faire mal sur les marchés. Et puis le 2 juin, rappelez-vous, on en a parlé dernièrement, il y a la note de la France par Standard & Poor's, parce que pour l'instant c'est Fitch qui a dégradé, mais Fitch n'est pas la plus crédible, même si les agences de notation ne sont pas très crédibles, mais si Standard & Poor's également dégrade, alors là, évidemment, ça risque de faire mal. Alors justement, pour la dette américaine, c'est vrai que j'ai beaucoup de réactions, donc comment les États-Unis sont toujours triple A, c'est vrai que c'est assez incroyable, malgré une dette énorme.
On le sait pourquoi, c'est parce que justement ils ont le dollar, et puis donc, finalement le monde entier finance cette dette publique américaine, donc c'est ce qui globalement les sauve, mais jusqu'à quand, parce que là évidemment, si on a un shutdown, ça sera compliqué. Donc pour l'instant, pour Moody's, donc on a AAA perspective stable, pour Fitch AAA également perspective stable, il n'y a que Standard & Poor's qui a légèrement dégradé à A+, c'est quand même une très bonne note, mieux que la France, avec des perspectives stables. Donc évidemment, ça c'est dû au rôle du dollar, mais si jamais on rentre dans un shutdown, il risque d'avoir une dégradation, peut-être même en dehors des réunions traditionnelles, de cette dette publique américaine. Donc là, on est quand même assis sur un volcan, et c'est vrai que pour le moment, ce n'est pas forcément une situation très favorable. Alors c'est vrai qu'on l'a dit, certains nous disent, ça c'est pas mal non plus, puisque ça va permettre à la Réserve fédérale américaine d'arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. Oui, mais attention, elle a déjà augmenté très fortement les taux d'intérêt. Je vous ai mis ici le taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, vous voyez, ça explose. On a eu 5 points de hausse, donc de mars 2022 à mai 2023. On est passé de 0,25 à 5,25. C'est la plus forte hausse, vous voyez, je mets l'histoire américaine. Mais la dernière fois, on avait 4,25 points de juin 2004 à juin 2006. Et il faut remonter donc à septembre 80, juin 81 pour avoir 8 points d'augmentation. Mais bien sûr, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés parce qu'il y avait encore une inflation qui était également extrêmement forte à l'époque. Mais tout ça pour dire que depuis 80-81, la Réserve fédérale n'a jamais augmenté aussi fortement ses taux d'intérêt. Donc c'est quand même évidemment un coup de semonce assez incroyable. Et donc c'est ce qui va malheureusement inévitablement générer une récession, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu une telle hausse des taux d'intérêt, il y a une récession ensuite. C'est vrai que la Réserve fédérale américaine a fait le boulot. On voit l'inflation américaine qui évidemment a baissé, on est autour des 5%. Donc là, le taux d'intérêt, vous voyez, la courbe rouge est supérieure à l'inflation moyenne qui est autour des 5%. Et donc ça veut bien dire que le boulot a été fait, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs encore en Europe, on en reparlera dans une autre chronique. Mais tout ça pour dire que, attention, cette hausse des taux, bien sûr, elle a fait baisser l'inflation, mais elle va également engendrer des risques sur la stabilité économique américaine, avec un risque de récession là aussi. Idem chez nous, donc c'est ce que valorisent les marchés. Parce qu'aujourd'hui, les marchés boursiers se disent tout va bien parce que finalement on arrête de monter les taux, surtout aux États-Unis. Oui, mais s'il y a une récession derrière, les marchés doivent valoriser justement des profits. Mais s'il y a une récession, il y a moins de profits, voire pas de profits du tout. Et donc les marchés boursiers ont tendance à baisser, surtout s'il y a des faillites bancaires qui continuent et ce shutdown qui se matérialise. Donc c'est quand même des dangers énormes. Et d'ailleurs, voilà pourquoi l'or continue de monter, et que depuis le 4 avril, on est quasiment tous les jours au-dessus des $2000 l'once. On est même monté à 2051 $, donc le 4 mai. Là, on est autour des 2016, 2020, ça dépend des jours, mais vous voyez que on a un nouveau niveau d'équilibre pour l'once d'or autour des $2000, donc c'est vrai que c'est cher, et on se rend compte que ça garde son qualificatif de valeur refuge, va-t-on dire, pour l'or, donc on peut toujours en conserver. C'est vrai que acheter aujourd'hui, ça fait cher, surtout si ça va mieux, ça pourrait baisser, mais comme on le voit aujourd'hui, comme il y a encore beaucoup de risques, ça risque de se maintenir sur des niveaux élevés. Donc ça reste évidemment cette poire pour la soif. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux principaux risques qui sont bien là. Je ne dis pas ça bien sûr pour faire peur ou pour essayer de démontrer que le pire va forcément se produire, mais néanmoins, on a aujourd'hui deux grands dangers. Il ne faut surtout pas les oublier, ils sont là, ils vont en partie se matérialiser surtout sur les faillites bancaires, donc ce n'est pas terminé, et à partir de là, bien sûr, on pourra ensuite repartir sur des bases plus saines, mais le drame c'est que, comme on ne veut plus se faire mal, là on voit aux États-Unis, de nouveau on retrouve le quoi qu'il en coûte, etc. Et c'est ça qui est important pour la dette publique américaine, c'est que là il y a un coup près, non, on ne peut pas faire comme en France, l'augmenter de façon infinie, il y a une loi qui empêche d'aller trop loin, donc espérons que justement on va pouvoir négocier pour avoir des garanties pour que les États-Unis n'aillent pas trop loin sur cette explosion de la dette publique et donc ne fassent pas encore comme pendant le coronavirus et donc dépensent pour peu d'impact positif d'un point de vue économique. Donc voilà, c'est là le plus important. Évidemment, en France, c'est encore pire en termes de dette publique, on en reparlera d'un point de vue encore une fois, du contrôle de cette dette publique, mais on se rend bien compte qu'il faut absolument arrêter de laisser la dette publique déraper parce que c'est nous qui finalement allons financer cette dette, nous les citoyens, les entreprises, au sens large, que ce soit aux États-Unis ou en Europe et évidemment en France. Donc voilà, espérons qu'on évitera le pire, bien entendu. Merci encore pour votre fidélité, on se doit de dire la vérité. Bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.